C'est déjà 5 minutes. Alors, le myélome multiple. En fait, vous, comme étudiant en 5e année, c'est-à-dire déjà futur médecin généraliste, peut-être, enfin, je vous le souhaite si vous voulez médecin spécialiste, quelle que soit l'orientation que vous allez prendre, il est très important de pouvoir diagnostiquer surtout le myélome. Hein. L'objectif de ce cours n'est pas forcément de faire le diagnostic génétique et le traitement et la prise en charge. Bien sûr, c'est intéressant de pouvoir connaître les grandes lignes, mais c'est surtout d'y penser devant certaines symptomatologies, particulièrement des manifestations rhumatologiques ou rhumatismales. Donc, le myélome multiple, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une hémopathie maligne, c'est-à-dire que ça commence à partir de la moelle osseuse. Cette moelle osseuse va sécréter, quel que soit tout produit qu'elle va sécréter, ça va être une hémopathie. Ça peut être, dans tous les cas, ça va être une hémopathie maligne, parce qu'elle va comprimer la moelle, puis donner des manifestations osseuses et autres. Donc, ça va être une néoplasie, un cancer, ce qu'on appelle le cancer des os. Il y en a plusieurs et le myélome multiple est le plus fréquent. Donc, le myélome multiple est l'affection maligne qui se caractérise par une prolifération monoclonale. Que veut-on dire par monoclonal? C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule lignée plasmocytaire, d'accord? C'est-à-dire un seul type d'immunoglobuline qui va être sécrété. Vous savez que, par exemple, lors des affections inflammatoires, on va parler de prolifération plasmocytaire polyclonale. Donc, presque toutes les immunoglobulines vont être sécrétées. C'est pas processus inflammatoire. Mais quand on dit prolifération monoclonale, plasmocytaire monoclonale, il faut tout de suite penser au myélome multiple. Il y a d'autres proliférations monoclonales plasmocytaires monoclonales, par exemple le Waldenstrom, etc. Mais le myélome multiple est le plus fréquent. Il est caractérisé par cette sécrétion d'une immunoglobuline unique mononucléaire ou immunoglobuline monoclonale. Donc, c'est la plus fréquente des tumeurs malignes primitives de l'os, 35% des cas, 10% de toutes les hémopathies malignes. Elle préférentiellement l'adulte de plus de 50 ans. Bien sûr, cette incidence va augmenter avec l'âge. L'âge médian au diagnostic est d'environ 70 ans et le myélome multiple est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Attendez. Comme ça, c'est mieux. Alors, concernant l'éthiopathogénie, ben, comme tous les cancers, on Non, ne sait pas d'où ça vient. Pardon? c'est On voit noir. rien. Hein. C'est Ah, noir, vous voyez? docteur. Ah, j'ai mis plein écran. Bon, alors attendez. Et comme ça, Oui, c'est mieux. Oui, c'est bon. là, vous Oui, voyez c'est que j'ai mieux. mis plein. Parce que j'ai mis diaporama. Diaporama, ça ne fonctionne pas? Oui, c'est en noir. Oui, ça fonctionne pas, c'est noir. Ah, d'accord. Bon, alors je vais enlever le diaporama. Alors, voilà. Donc, la pathogénie, comme vous savez, comme tous les cancers, on ne sait pas. On sait que c'est multifactoriel. On sait que la génétique joue un rôle, l'environnement joue un rôle, l'alimentation joue un rôle, la génétique joue un rôle. Et après, on ne sait pas. Pour certains cancers, c'est plus hormonal qu'autre chose. Pour d'autres, c'est plus des facteurs d'environnement que d'autres. Il semblerait que pour le myélome, c'est plus justement l'environnement qui va jouer un rôle déclenchant de cette hémopathie maligne. Par exemple, les radiations ionisantes, l'exposition toxique, les pesticides, par exemple, les stimulations antigéniques qui vont être permanentes et constantes, donc ça peut dégénérer, et bien sûr la dégénérescence de gammapathies monoclonales qui sont indéterminées et qui sont considérées comme bénignes jusqu'à ce qu'elles deviennent malignes, selon certains critères. Alors, l'immunoglobuline, vous connaissez, juste un petit rappel concernant cette immunoglobuline. Vous savez qu'il y a deux parties. Il y a la partie des chaînes lourdes et une partie des chaînes légères. Vous connaissez que les chaînes lourdes, on peut avoir les A, G, M, E, D.
hein. Et les chaînes légères, elles peuvent être de deux types, APA ou lambda. Généralement, le myélome multiple, il est à chaîne lourde et avec une chaîne légère, mais parfois, on verra tout à l'heure, ça peut être un seul type de chaîne légère. On va parler dans ce cas-là d'un myélome multiple à chaîne légère. Et ce myélome multiple à chaîne légère va être plus difficile à diagnostiquer car il ne va pas forcément se manifester sur le plan biologique. On verra pourquoi tout à l'heure. Quel est le rôle de lymphocyte B? On sait que c'est la production d'anticorps lors de la réponse immunitaire humorale et puis, bien sûr, la mise en place de la mémoire immunitaire, lymphocyte B mémoire. Et en fait, la synthèse de ces anticorps lors de la réponse immunitaire humorale est tout à fait physiologique, mais elle devient pathologique lorsque cette réponse et que cette production ne s'arrête pas et qu'elle continue de façon permanente et exagérée. Et à partir de là, vous pouvez avoir ou cette maladie inflammatoire qu'on va appeler maladie auto-immune, ou on peut avoir donc les autres maladies tumorales, hémopathiques, par exemple le myélome multiple. Donc, globalement, le myélome multiple est dû à une instabilité génétique au cours de l'ontogénèse. En général, ceci peut être perturbé par l'environnement. Multiplicité des voies de signalisation, prolifération, différenciation et apoptose ou réarrangement génétique somatique, mutation, translocation. Donc, c'est assez barbare comme nom, comme titre, mais en fait, c'est le système, c'est toute la machine, la cascade du développement du lymphocyte B qui va être perturbée à un moment donné de sa maturation. Et à partir de là, c'est des stimuli qui vont être perturbés, qui vont parfois engendrer un myélome multiple. Donc, regardez, le myélome multiple, d'abord, on a un plasmocyte qui est tout à fait normal. Et on voit là que pour différentes raisons, surtout génétiques, en fait, qui vont favoriser ce développement, on aura déjà cette sécrétion monoclonale immunoglobuline, ce qu'on va appeler le MGUS, c'est la gammapathie, on a vu tout à l'heure, monoclonale et indéterminée. Mais après, lorsque cette gammapathie, il faut savoir que 70% des gammapathies monoclonales finiront par développer un myélome multiple. Il s'agira juste question de temps, on va dire 10 ans, 15 ans, pour développer par la suite un myélome multiple et donc après l'envahissement de toute la moelle osseuse. Donc, le myélome, c'est ça, hein, c'est les plasmocytes. Cette cellule lymphocytaire B, à un moment de son évolution, va ou bien sécréter de façon anarchique et permanente cette immunoglobuline monoclonale. Je vous ai dit tout à l'heure où elle est entière, ou ça sera juste une partie de cette immunoglobuline qui va être sécrétée, et ce qu'on va appeler la chaîne légère libre. Donc, le plasmocyte myélomateux sécrète justement cette immunoglobuline complète et va donc, traduction clinique, ça va se voir par une hyperprotidémie, donc hyperviscosité, hypervolémie, puis les anticorps qui vont être sécrétés, par exemple le facteur humain peut être sécrété parfois, ou même donner une cryoglobulinémie, et tous ces anticorps en fait vont se déposer au niveau, ça va donner carrément une vascularite, et peuvent se déposer au niveau vasculaire périphérique pour donner cette nécrose en fait digitale et même des orteils qui est en fait un pronostic sévère et mortel. Il va également stimuler, cet anticorps monoclonal va stimuler différentes cytokines osseuses et c'est pour ça c'est ce qui va expliquer en fait les lésions osseuses au cours de myélome multiple. Donc, ce lymphocyte plasmocytaire, il va sécréter des cytokines, il va stimuler la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 6. L'interleukine 6 a une action très liée avec l'activité ostéoclastique, qui dit érosion de l'os et destruction, et c'est ce qui va donner ces lésions-là osseuses et lacunaires. Donc, il va aussi également stimuler tous les produits qui vont stimuler la fabrication et la synthèse du lymphocyte B. Donc, ça va être un cercle vicieux. Donc, comment va se manifester, comment vous pouvez en fait faire le diagnostic d'un myélome multiple? Je vous rappelle que le myélome multiple porte également un nom propre qu'on utilise de moins en moins. Donc, il y a quelques années, on parlait de maladie de Kähler.
Kaller qui a été le premier à avoir décrit la maladie. Donc, qui dit maladie de Kaller dit myélome multiple, c'est pareil. Donc, à votre consultation de tous les jours, comment vous pouvez reconnaître ou bien y penser à ce myélome multiple? Bon, bien sûr, des signes osseo-articulaires, en fait, je dirais plus des signes osseux, par des douleurs osseuses, des fractures pathologiques ou même des déformations osseuses. L'altération de l'état général, le malade peut venir pour une simple asthénie, un amaigrissement, des signes neurologiques, radiculalgie ou compression médulaire, et ceci sera dû à probablement un plasmocytome, c'est-à-dire une tumeur myélomateuse qui va comprimer la racine nerveuse, des signes hématologiques, anémie, pancytopénie. Donc, méfiez-vous de toute anémie, particulièrement lorsqu'elle est accompagnée d'un syndrome inflammatoire biologique. Une insuffisance rénale aiguë, faites attention. Ceci est expliqué par le dépôt excessif d'immunoglobulines qui vont boucher les tubules rénaux et qui vont donc donner par la suite une insuffisance rénale aiguë. Les infections bactériennes récurrentes, il s'agit d'une perturbation du lymphocyte B. Vous connaissez le rôle du lymphocyte B dans la défense de l'organisme. Et en fait, même s'il y a un excès de synthèse d'immunoglobulines, mais ça va être des immunoglobulines qui vont être inefficaces car ils sont faits anarchiquement et qui n'ont pas vraiment un rôle de protection. L'hypersacalcémie symptomatique aussi également, donc il faut y penser, une VS accélérée, et l'électrophorèse des protéines. Vous connaissez, on va voir ensemble la particularité de l'électrophorèse des protéines chez les myélomateux. Donc les signes généraux, l'asthénie, l'amaigrissement, la fièvre. Si une fièvre avec l'asthénie, non seulement on pense à un myélome multiple, mais on doit également penser à une infection, parce que toute personne qui fait une fièvre, ça veut dire, sauf si elle est expliquée, bien sûr, mais si elle est inexpliquée, il faut toujours penser à un processus tumoral ou infectieux. Et puis, devant une hypogammaglobulinémie, donc bien sûr, quand c'est un myélome multiple, on doit rechercher le pic monoclonal. Mais si vous avez une hypogamma, en fait, il faut penser également au myélome multiple, car tout simplement, ce bloc monoclonal va un peu comprimer, va un peu étouffer le reste de la synthèse des autres gamma-globulines pour arriver à une hypogammaglobulinémie polyclonale. Et en fait, c'est ce qui explique en réalité les infections bactériennes et récidivantes, en particulier ORL et pulmonaires. L'atteinte osseuse, donc nous en rhumatologie, c'est ce qui nous intéresse. Devant un malade qui se présente à notre consultation, quand doit-on penser à un myélome multiple? Bien d'abord, c'est des douleurs osseuses diffuses. Elles sont ou brutales, nocturnes ou aggrappées au mouvement et au port de charge, mais je vous dis, ça peut être également des douleurs osseuses banales. Il peut venir vous dire j'ai mal au dos, j'ai mal au bras, et en fait vous palpez et après vous avez une VS accélérée, vous pouvez trouver une surprise avec une électrophorèse d'un myélome multiple. Les fractures osseuses, donc il faut savoir que dans le myélome multiple, il faut plus parler de fractures osseuses pathologiques, car ça sera des fractures osseuses au moindre mouvement, avec juste une simple chute ou un simple lever, il peut se fracturer. Donc là, vous devez penser, devant toute fracture osseuse, non seulement il faut penser au myélome multiple, mais également il faut penser à une tumeur osseuse, une métastase, etc. Mais dans tous les cas, la première tumeur osseuse à laquelle on doit penser devant une fracture osseuse, c'est bien le myélome multiple. Donc au rachis, on va rechercher les fractures vertébrales qui devront avoir un aspect malin, un os long humérus fémur et un côte sternum, il faut rechercher également. L'atteinte osseuse, on la recherchera à l'imagerie et bien sûr, toujours faire les radios systématiquement lorsque vous pensez à un myélome ou que vous venez de faire le diagnostic d'un myélome multiple. On va rechercher ces lacunes osseuses à l'emporte-pièce. Donc, on recherche ces lésions-là sur différentes radiographies, le crâne, le rachis cervical, thoracique, lombaire, le bassin, le fémur, l'humérus et le grille costal. En fait, c'est les parties osseuses les plus riches, si vous voulez, en moelle osseuse. D'accord? Donc, il faut absolument faire ces radiographies. Et on va rechercher cette fameuse image typique du myélome multiple qu'on appelle géode à l'emporte-pièce, qui est une lacune ovalaire ou ronde sans structure interne visible, bien limitée, sans réaction périphérique. Qu'est-ce qu'en fait une réaction périphérique? Cela veut dire qu'on ne va pas retrouver un liseré dense autour de la lacune, parce que le fait d'avoir un liseré dense autour de la lacune, cela veut dire que c'est une réaction de reconstruction. Or, le myélome multiple ne reconstruit pas, il ne fait que détruire l'os. Donc, c'est très important. Donc, elle est multiple dans 80% des cas et dans tous les os peuvent être atteints.
Donc, on va rechercher l'ostéolyse segmentaire, on va rechercher la lyse d'un péticule vertébral, ce qu'on va appeler la vertèbre borgne. C'est une vertèbre qui n'aura qu'un seul péticule ou vertèbre aveugle. Donc, on doit rechercher la disparition en totalité ou en partie d'une côte. Lacune avec soufflure de l'os, c'est-à-dire l'éclat. On va faire un os qui est complètement déchiqueté, qui n'a plus de corticale. Devant une simple déminéralisation osseuse diffuse, il faut rechercher le myélome multiple. Donc, faites attention. Si vous avez un patient qui vient avec une déminéralisation ou même une DMO très, très basse, ou même seulement basse, ne vous contentez pas de dire une ostéoporose. Il faut absolument éliminer tout ce qui est malin et particulièrement le myélome multiple. Bien sûr, le myélome multiple, il a plus tendance à détruire l'os et donc à donner une déminéralisation, mais il y a certains myélomes multiples qui ont une particularité de donner des lésions osseuses plus condensantes. C'est ce qu'on appelle le POEMS syndrome. 20% des myélomes multiples ne présentent aucune lésion osseuse décelable en imagerie standard, et ceci, c'est vrai, c'est en cas plutôt de myélome multiple récent, précoce. Mais généralement, c'est chez ces patients, si on fait une IRM médulaire, on a des lésions qui sont assez typiques du myélome multiple. Donc ici, on voit bien cette lésion osseuse soufflante. Vous voyez que carrément toute la corticale est détruite ainsi que la médulaire. On voit ici, c'est les vertèbres, sur ces vertèbres vertébrales complètement tassées, cette vertèbre complètement déminéralisée. Ici, les images lacunaires de la vertèbre. Ici, on voit bien cette image condensante au cours d'un syndrome de POEMS syndrome. Donc, faites attention, c'est pas que c'est pas que la déminéralisation osseuse, mais c'est également la condensation dans ce syndrome de POEMS. Docteur, pardon. Oui. Pour le Oui. POEMS syndrome, pourquoi on a cette ostéocondensation? Par quel mécanisme? Parce qu'il y a d'autres. Ouais, c'est en fait toujours le déséquilibre entre l'ostéoblaste et l'ostéoclaste. Là, parce que ça va rentrer dans un syndrome multiple avec une neuropathie, avec un plasmocytome qui va s'installer, avec la synthèse d'autres facteurs en fait qui vont prendre le dessus sur l'ostéoclaste. D'accord? Donc l'ostéoblaste va prendre le dessus, mais il va également travailler de façon anarchique. Dans les deux cas, que ce soit l'ostéoclaste ou l'ostéoblaste, quand il y a un qui domine, cela va donner une ostéopathie. Là, vous avez une ostéopathie qui va être plus condensante, mais ceci est dû à une immunoglobuline qui va être monoclonale, mais qui va synthétiser de façon encore qu'on ignore, va stimuler l'ostéoblaste qui va donner cette image condensante. Généralement, ce POEMS syndrome, en fait, ça va donner des lésions osseuses, mais également une polyendocrinopathie pour le E, le M pour la gammapathie et le syndrome neurologique, j'ai oublié c'est lequel. D'accord? Vous allez avoir un syndrome multiple. D'accord? Mais ça reste encore, bien sûr, oui? Merci, Oui? docteur. Merci. Voilà. C'est bon, merci. D'accord. Alors, la scintigraphie osseuse, aucun intérêt au cours du myélome multiple, sauf si vous voulez rechercher d'autres fractures ou vous voulez faire une cartographie fracturaire de l'os, de tout le squelette. Pourquoi? La scintigraphie, qu'est-ce qu'elle fixe lorsqu'on fait une scintigraphie osseuse? Quelles sont les cellules qui vont fixer? Je vous écoute. Quand on fait une scintigraphie, quelle cellule fixe? Le technicium. C'est l'ostéoblaste. D'accord? Alors qu'au cours du myélome multiple, l'ostéoblaste est complètement inactivé, sauf dans le POEMS syndrome. D'accord? Donc, vous n'avez pas d'hyperfixation. Sauf s'il y a une fracture, dans ce cas-là, il y aura une tentative de soudure. Donc, il peut y avoir cette vérification de cette fracture. Mais sinon, pour diagnostiquer le myélome multiple, la scintigraphie osseuse n'a aucun intérêt. La TTM, oui, elle est intéressante parce qu'elle montre très bien la lésion osseuse, mais va montrer surtout, va faire un bilan d'extension aux parties molles et permettre parfois de faire une biopsie guidée. Et bien sûr, évaluer le risque fracturaire chez le patient.
L'IRM, bien sûr, c'est l'imagerie de référence, surtout au début. Si vous suspectez que vous n'avez rien à la radiographie standard et que vous suspectez fortement un myélome multiple. Il permet également de rechercher les compressions médulaires pour voir un tassement que pour vous à la radiographie standard va être normal, mais si vous faites l'IRM, vous allez voir des signes de malignité et bien sûr permet de rechercher des lésions cliniquement muettes, c'est-à-dire vous n'êtes pas sûr. Donc ça va montrer ou des lésions focales, quand on dit focales, c'est-à-dire des lésions localisées en hypersignal T1, hypersignal T2 et bien sûr qui vont prendre le gadolinium, ou des lésions diffuses et on peut avoir l'hypersignal T1, T2 ou l'aspect hétérogène en T1, T2. D'accord? Mais c'est un aspect que les radiologues savent très bien décrire. Neurologique, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut l'avoir, en fait, c'est expliqué par la compression médulaire radiculaire, par le plasmocytome, par la fracture qui va comprimer secondairement la racine nerveuse. On peut avoir des signes centraux et ceci va être surtout dû à des perturbations métaboliques, comme par exemple l'hypercalcémie, l'insuffisance rénale, l'hyperviscosité. Et la neuropathie amyloïde, on verra que tout à l'heure, voilà, par exemple dans le POEM syndrome, on peut avoir des dépôts amyloïdes au niveau de tout l'organisme. Et donc, cela va donner le POEM syndrome, des neuropathies périphériques ou même donner une insuffisance rénale. L'atteinte médulaire osseuse, cela va aboutir à tout ce qui est insuffisance médulaire, particulièrement l'anémie. Anémie normocytaire monochrome généralement, mais parfois elle peut être macrocytaire régénérative et elle peut être même hypochrome par insuffisance rénale. Donc faites attention, toute anémie doit être explorée. On ne se contente pas de dire qu'elle est ferriprive. Bien sûr, comme toutes les insuffisances médulaires, vous pouvez avoir une leuconeutropénie, une thrombopénie, une anémie hémolytique, une plasmocytose discrète ou massive, selon dépend du cas. L'atteinte rénale, elle est multiple, plusieurs types d'atteintes rénales au cours du myélome multiple. En fait, ceci est dû généralement à des dépôts d'immunoglobulines, surtout lorsqu'elles sont légères, car celles-ci vont rentrer dans les tubules rénaux et ne vont pas passer. Donc, ça va boucher, si vous voulez, la passoire rénale et ça va donner par la suite cette néphropathie tubulo-interstitielle avec cylindre qui est caractéristique du rein myélomateux, ou néphropathie par dépôt glomérulaire au tubulo-interstitiel. Ce sera dû à de l'amylose ou à des dépôts fibrillaires ou non fibrillaires des chaînes légères. La tubulopathie myélomateuse, c'est la plus fréquente. Facteur de risque, c'est les infections, l'hypercalcémie, la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'IEC ou de produits de contraste. Donc, faites très attention à un myélomateux. N'allez pas tout de suite lui demander à faire un scanner avec un produit de contraste. Vérifiez sa fonction rénale et dites au radiologue que voilà, il est myélomateux. Pour ne pas aggraver sa tubulopathie myélomateuse. Le diagnostic, bien sûr, on fait une protéinurie de Bench-Jones et le traitement, il faut boire une boisson alcaline et abondante et bien sûr corriger l'hypercalcémie. Le syndrome de Fanconi, une autre atteinte rénale du myélome multiple, s'observe dans les myélomes multiples peu agressifs, avec une légère kappa. Le diagnostic se fait par la présence d'une glycosurie normoglycémique avec une hypophosphatémie et une hypouricémie, parfois une acidose chronique et le traitement, c'est donné en fait le calcium, vitamine D, phosphore et correction de l'acidose, mais c'est exceptionnel. C'est dû à une perturbation métabolique de toute la fonction rénale, en fait perturbée par ces dépôts d'immunoglobulines rénaux. L'amylose également, on peut l'avoir, l'amylose. Vous savez que lorsqu'on a des dépôts amyloïdes, ils adorent le rein, donc ils vont se déposer au niveau du rein. Et lorsqu'on a une amylose, c'est un signe de gravité, de sévérité, car ça ne guérit pas, c'est un signe de péjoratif et ça ne peut évoluer que vers la gravité et la mortalité par la suite. L'origine de l'atteinte rénale, ça va donner des manifestations neuromusculaires, neurosensitivo-motrices, synoviales. En fait, vous verrez par la suite ce que donne l'amylose. C'est des dépôts dans tout l'organisme, que ce soit le rein, le cœur, le foie, même le péritoine. Et en fait, ça va arriver à l'insuffisance de toute la défaillance multi-organes.
Et enfin, les maladies de dépôt non amyloïde d'immunoglobulines monoclonaux, le syndrome de Rindal. Et donc là, c'est un dépôt plutôt glomérulaire et non plus tubulaire. C'est donc dépôt monotypique des chaînes légères et ça va donner une protéinurie néphrotique hématurée, insuffisance rénale précoce et sévère. Donc, je vous dis surtout que voilà, ce n'est pas avec une biologie, ni une chimie des urines, ni une protéinurie qu'on va poser le diagnostic pour ces différentes atteintes rénales, mais c'est l'histologie qui va trancher par rapport à quel type d'atteinte rénale il s'agit. Dans tous les cas, quand il y a une atteinte rénale au cours du myélome multiple, c'est une atteinte sévère et un risque de mortalité élevé. Donc, qu'est-ce qu'on fait au cours du myélome multiple? Quel bilan demander? Toujours hémogramme. On recherche l'anémie, surtout quand elle est normocyterne-hémochrome. On cherche surtout le myélome multiple. Attention à la leucopénie, neutropénie. N'oubliez pas la créatinémie. Quand vous faites la créate, calculez la clearance, surtout c'est le sujet âgé. Lorsque vous faites la calcémie, recherchez toujours également l'albumine pour calculer la calcémie corrigée. Comme ça, vous n'avez pas des fausses hypocalcémies alors que votre patient est hypercalcémiant. Et bien sûr, il faut faire le dosage total des protéines sériques. Donc, on va rechercher, on a parlé tout à l'heure de l'immunoglobuline monoclonale. D'où elle vient cette immunoglobuline monoclonale? On sait que les plasmocytes reproduisent cette immunoglobuline monoclonale ou le fragment qui peut être décelé dans le sang ou dans les urines. Donc, on a parlé tout à l'heure de la protéinurie des Benz-Jones. Ça permet en fait de détecter l'immunoglobuline dans les urines. Et dans le sang, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle free light. Voilà. Donc, ce qu'on va rechercher au cours du bilan immunochimique, si on suspecte un myélome multiple, c'est cette vitesse sédimentation en général, dans les cas les plus typiques en tout cas et les plus fréquents, qui va être très augmentée, peut-être pas tout le temps supérieure à 100 mm à la première heure, mais en fait, elle peut être très augmentée avec une hyperprocytémie et puis un pic à base étroite. C'est important la base étroite. Car on dit quand la base est large, c'est plutôt polyclonal. Donc, ça n'a rien à voir avec la sécrétion monoclonale des immunoglobulines. Donc, qui dit base étroite dit gammapathie monoclonale, dit myélome multiple ou autre hémopathie maligne. Donc, à base étroite, c'est important par rapport à une base large, comme ici, vous voyez ici que c'est une base large. Vous voyez le curseur ou pas? Oui, on le voit, docteur. Voilà. On le voit. Donc, regardez, ici, c'est une base large et ici, regardez, c'est une base qui est étroite. C'est la différence. Là, c'est une réaction inflammatoire chronique. Là, c'est une gammapathie monoclonale, que ce soit myélome multiple ou pas, ou autre. Et bien sûr, quand on fait l'électrophorèse des protéines sériques, quand on a le diagnostic d'un pic monoclonal, on doit absolument savoir de quelle immunoglobuline il s'agit. Est-ce qu'il s'agit déjà à chaîne complète, c'est-à-dire chaîne lourde et chaîne légère, ou c'est seulement à chaîne légère? Parce qu'à partir de là, on va établir un pronostic. Les chaînes légères sont plus sévères qu'une chaîne lourde. Pardon? Donc, une chaîne légère, c'est plus sévère qu'une chaîne lourde. Et il y a certaines gammapathies plus sévères. Par exemple, un myélome multiple à IgD a un plus mauvais pronostic qu'un IgG. D'accord? Donc, c'est important de faire ce qu'on appelle l'immunoélectrophorèse des immunoglobulines parce que ça permet de détecter de quelle immunoglobuline il s'agit. Et donc, après, on va faire également le dosage des immunoglobulines. Par exemple, une immunoglobuline IgG supérieure à 20 ou à 30, ça va dépendre du stade, ou une IgA supérieure à 10, ou même s'il y a les IgG et les IgA sont normales et qu'il y a une baisse des autres immunoglobulines, eh bien, on doit penser à un myélome multiple, peut-être à chaîne légère. Donc là, on parle aussi de Benz-Jones, c'est important. Et l'électrophorèse, on va rechercher est-ce qu'il s'agit d'une chaîne légère ou complète. Et bien sûr, on fait toujours la protéinurie. On fait également une albuminurie pour rechercher l'amylose.
qui va suspecter l'amylose. Donc, l'anémie, je vous ai dit, elle est normocytaire, normochrome. On peut, si on fait un frottis sanguin, parce qu'à chaque fois que vous avez une anémie, il faut absolument rechercher cette anémie normocytaire, normochrome du myélome multiple. Elle peut être modérée, normochrome, normocytaire. Parfois, on a des fausses anémies par hémodilution, c'est-à-dire que le nombre des globules rouges va être normal, mais en fait, comme il y a cette hémodilution par cette synthèse exagérée des immunoglobulines, en fait, ils vont noyer entre ces plasmocytes qui vont un petit peu étouffer ces globules rouges. Et donc là, il y a le frottis et le meilleur, bien sûr, examen, ça va être la moelle, la ponction, biopsie osseuse ou le médulogramme. Justement, cette moelle osseuse, quand on fait une moelle osseuse, on fait ou un frottis de moelle. Et quand on la frottis de moelle, qui peut être normal, parce que tout simplement, on peut ne pas tomber sur le clone plasmocytaire malin. Et donc là, si on a une forte suspicion de myélome multiple et que le médulogramme est normal, on passe à la biopsie osseuse, où là, on peut avoir les différentes tranches de la moelle. Et là, on ne peut pas se tromper. Si c'est un myélome multiple, on va voir le clone plasmocytaire. Donc, la prolifération plasmocytaire pathologique, elle peut aller de 20 on la retrouve dans 20 à 60% des cas. On va trouver différents types de cellules anormales. Donc là, je vais passer sur ça parce que ce n'est pas ça le plus important pour vous. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, que devant toute suspicion de myélome, je fais mon frottis sanguin, je fais ma formule sanguine, je fais ma fonction rénale, ma calcémie, l'albuminémie, l'électrophorèse, l'immunoélectrophorèse. Et bien sûr, si j'ai une électrophorèse et une immunoélectrophorèse pathologique, que ce soit en hyper ou en hypo, je dois aller à une moelle osseuse. La moelle où je fais la ponction sternale et si j'ai des anomalies, je m'arrête là. Si elle est normale, mais j'ai une forte suspicion de myélome multiple, eh bien là, je dois aller à la biopsie osseuse. Donc, comment je confirme? Par la présence d'une immunoglobuline monoclonale dans le sérum, urine ou dans le sang, quelle que soit sa concentration, et puis la présence d'une plasmocytose médulaire. Donc, je vous ai dit, la plasmocytose médulaire, c'est ou bien sur un frottis de moelle ou une biopsie osseuse, supérieure à 10%. Donc là, actuellement, il y a eu beaucoup si vous voulez, de changements, en fait, de consensus récemment concernant le myélome multiple, concernant et son diagnostic et sa prise en charge. Retenez ce nom-là, CRAB. C'est les critères diagnostiques devant un myélome multiple. Et en fait, on verra par la suite que le CRAB, en fait, il faut à chaque fois le rechercher avec d'autres pathologies pour pouvoir poser le diagnostic d'un myélome multiple symptomatique. Car sachez qu'il y a également le myélome multiple asymptomatique. Et là, c'est ce qu'on appelle la gammapathie indéterminée qu'on ne traite pas. On ne traite que le myélome multiple symptomatique, car on sait que le fait de traiter le asymptomatique ne va rien changer au pronostic de la maladie, car vous savez que c'est une hémopathie maligne, c'est un cancer. Donc, si c'est un cancer et donc une hémopathie maligne, je donne une chimiothérapie. Et vous savez que la chimiothérapie est aussi toxique que la néoplasie. Donc, on ne traite pas les formes asymptomatiques, c'est inutile. On va juste intoxiquer le patient, le sujet avec des produits chimiques. Donc, on va attendre. Quand il deviendra symptomatique, on doit traiter. Et comment poser le diagnostic? C'est justement on va rechercher ces signes cliniques qui sont le CRAB ou hypercalcémie ou atteinte rénale ou anémie ou bonne lésion, c'est-à-dire les lésions osseuses. C'est quoi le myélome multiple? C'est d'abord cette plasmocytose supérieure à 10% avec à la biopsie osseuse extramédulaire diagnostic, on va rechercher le CRAB, hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie ou atteinte osseuse, et la plasmocytose ou d'autres événements plus marquants, c'est-à-dire le plasmocytose médulaire supérieur à 100%. Les free light, en fait, c'est le taux d'immunoglobuline sanguin supérieur à 100 mg par litre ou un ratio qui se fait en fait en biologie qui sera supérieur à 100. C'est un rapport entre immunoglobuline chaîne légère et chaîne lourde, d'accord? Ou une lésion focale osseuse supérieure à 5 mm à l'IRM. Donc, là, je dois avoir, pour poser mon diagnostic de myélome multiple symptomatique, la plasmocytose médulaire supérieure à 10% avec une des lésions du CRAB et puis ou une plasmocytose supérieure à 60, etc. On doit également, si je suspecte le myélome multiple,
faire donc les différentes radiographies. Mais actuellement, ce qu'il y a lieu de faire, si je demande, si je suspecte un myélome multiple, bon, c'est vrai que chez nous, on ne demande pas le corps entier parce qu'on ne voit pas trop comment il va le faire, c'est excessivement cher, mais on fait plutôt l'IRM déjà du rachis. Et le rachis, c'est un lieu privilégié de dépôt de plasmocytes anormaux. Hein. La vertèbre est très riche en moelle osseuse. Et donc, s'il y a une localisation où le plasmocyte a bien se déposer, c'est bien au niveau des vertèbres. Donc, en général, quand on veut voir une hémopathie le myélome multiple particulièrement, on fait l'IRM du rachis pour voir justement cette plasmocytose osseuse. Donc voilà, on passe, regardez, après une biopsie osseuse, on a un plasmocytose inférieur à 10%, immunoglobuline IgG inférieure à 30 et aucune atteinte d'organes, c'est-à-dire pas d'anémie, pas de crabe si vous voulez. Donc là, je suis devant un MGUS. Mais lorsque la plasmocytose supérieure à 10, c'est l'immunoglobuline supérieure à 30, mais il n'y a pas d'atteinte d'organes, mais on parle d'un myélome multiple asymptomatique. Asymptomatique, je vous ai dit, on ne traite pas. Mais regardez, risque de progression vers un myélome multiple 10% par an les 5 premières années, puis ça va augmenter au fur et à mesure. D'accord? Mais après, pour parler d'un myélome symptomatique, on doit avoir les 10% avec une atteinte du crabe, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, c'est les critères, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est juste la classification qui a été faite en anglais, qui a été d'abord publiée en anglais. Après, bien sûr, bon, il y a quelques années, on parlait d'une autre classification, Salmon-Eduri. Maintenant, on ne l'utilise plus, elle n'est plus utilisée. On utilise plutôt le score ISS qui permettent de stader le myélome multiple. Et vous savez qu'actuellement, pour toute pathologie, on doit grader, on doit stader pour savoir, je traite le stade 1 avec tel, je traite le stade 2 avec tel traitement, etc. C'est par rapport à la sévérité. Donc, vous avez le score ISS, c'est par rapport au bêta-2 microglobuline qu'on doit rechercher qui est un facteur de sévérité s'il est élevé. Donc, si vous avez un bêta-2 microglobuline inférieur à 3,5 et une albumine supérieure à 35, c'est un stade 1. Le stade 3, bêta-2 microglobuline supérieure à 5,5 et le stade 2, c'est entre les deux. Donc, c'est important de faire le score ISS. On doit faire une anomalie cytogénétique, c'est-à-dire faire une analyse génétique. Cela permet en fait de choisir la chimiothérapie à utiliser et on doit faire également les LDH sériques. En fait, pour le score ISS, vous avez là les 3 scores. Score ISS à 1, cytogénique de risque standard et LDH normal, etc. Je vous laisse lire les différents scores. Vous gardez juste en tête qu'il y a cette nouvelle classification de diagnostic du myélome multiple avec le CRAB. C'est très important pour parler d'un myélome multiple d'avoir l'atteinte du CRAB avec les 10% de plasmocytes, d'accord? Et avec ces nouveaux critères ISS qu'on doit utiliser, le score RISS qu'on n'utilise plus, la classification de Salmon-Eduri pour le diagnostic, pour le pronostic du myélome multiple. Donc, les diagnostics différentiels, en fait, c'est devant toute immunoglobuline monoclonale. Et là, on va poser le diagnostic d'abord gammapathie monoclonale de signification indéterminée. Les gammapathies monoclonales, signification indéterminée, on peut les retrouver de façon comme ça asymptomatique. On fait un bilan, on s'oublie, on demande une électrophorèse et on ne trouve pas cette immunoglobuline, mais complètement asymptomatique, IRM tout à fait normal, pas de protéinurie, VS normal, pas d'anémie. Donc, c'est juste un malade à surveiller au moins une fois par an. Les MGUS, on peut également les avoir dans certaines maladies inflammatoires auto-immunes, par exemple le syndrome de Gougereau-Sjögren, par exemple le lupus, etc. Et ce n'est pas pour autant que c'est des myélumes, mais c'est des malades à suivre de façon très, très proche. Donc, par contre, pour parler d'MGUS, il y a des critères qui sont très stricts pour parler en fait d'MGUS. Il faut que le taux soit inférieur au taux nécessaire pour parler d'un myélome multiple symptomatique et ça doit être stable. Cela veut dire que je dois faire ce dosage au moins une fois par an. L'absence de protéinurie de Bence-Jones, normalité des immunoglobulines. La VS ne doit pas être accélérée ou si elle ne doit pas être très accélérée. Une plasmocytose ne doit pas dépasser les 5%. L'absence de manifestation osseuse, en fait, absence de crabe et l'absence d'insuffisance médulaire. Gammapathie monoclonale non myélomateuse,
d'autres hémopathies malignes, les autres cancers, le VIH, transplantation, maladies auto-immunes, infections, en fait tout ce qui concerne, je vous ai dit, d'autres maladies hors maladies myélomateuses. Maladie de Waldenstrom, en fait, c'est une gammapathie très particulière puisqu'elle va intéresser que l'IgM, l'immunoglobuline IgM. Et là, l'atteinte osseuse est plutôt exceptionnelle. On va plus avoir des atteintes d'organes. Regardez ici la gammapathie monoclonale qu'on peut avoir en fait dans beaucoup de pathologies. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout de suite forcément envoyer les malades en cancérologie ou inquiéter. Par contre, il faut surveiller régulièrement. Donc, devant les lésions osseuses aussi suspectes, les géodes par exemple, vous pouvez avoir d'autres tumeurs osseuses bénignes ou malignes, le cancer secondaire des os, les métastases, etc. Et là, bien sûr, si vous avez n'importe quel doute, il faut aller à la biopsie tant que c'est possible. Devant toute ostéopathie déminéralisante diffuse, faites attention, je vous ai dit, faites attention les DMO. Maintenant, la DMO, ça, c'est devenu un examen très facile à demander, très facile à faire. Donc, ce n'est pas parce que sur le papier, on vous ramène un papier et c'est écrit ostéoporose que vous devez considérer que c'est ostéoporose. Donc, toute déminéralisation osseuse va être lue par la machine comme ostéoporose. Donc, l'ostéoporose, vous savez que l'ostéoporose est un diagnostic d'exclusion. Je dois éliminer tout ce qui est ostéoporose secondaire pour garder le diagnostic d'ostéoporose primitive. L'hyperparapeudoline, déminéralisation se diffuse, l'hyperthyroïdie, l'ostéomalacie, etc. Mais généralement, les bilans, en fait, la biologie permet de trancher et la clinique, pareil. Le myélome multiple indolent, faites attention, c'est ce qu'on appelle cliniquement asymptomatique. C'est le stade 1 de Salmondurie et maintenant c'est le stade 1 du RSS. En fait, c'est le mieux, ou c'est la gammapathie monoclonale. Le plasmocytome solitaire, en fait, il s'agira d'un patient qui aura juste une tumeur plasmocytaire unique, qu'elle soit osseuse ou extra-osseuse. Donc, d'âge moyen en général à 55 ans. C'est une lésion plasmocytaire particulière puisqu'il n'y aura aucune autre lésion osseuse. On a vu que généralement, elles sont plus diffuses, mais là, c'est une lésion qui va être juste monoclonale, une seule région. Et en fait, ces patients-là bénéficient d'une chirurgie, non pas d'une chimiothérapie, mais plus d'une chirurgie pour enlever cette tumeur qui a un meilleur pronostic qu'un myélome multiple à lésion diffuse. Donc, la lésion, là aussi, il y a des critères stricts pour le diagnostic d'un plasmocytome solitaire en tout cas. La lésion osseuse doit être unique et due à une infiltration par des plasmocytes clonaux. L'examen médulaire à distance doit être normal. La radio du squelette et l'IRM normal. Il ne doit pas y avoir de crabe. L'absence de faible taux de monoclonal doit être très faible. Les sièges se rachissent. Il n'y a pas de lésion lytique ailleurs. Il n'y a pas de lésion extra-osseuse ailleurs. Et l'évolution, par contre, se fait plutôt vers le myélome multiple, mais quelques années après. Donc, le traitement, il est plutôt localisé. Quand on peut enlever, on enlève. Sinon, c'est la radiothérapie. Le POEMS syndrome, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une pathogénie qui reste inconnue. Donc, vous avez ça s'associe à en fait un syndrome qui va comprendre une polyneuropathie périphérique sensitive motrice, une organomégalie avec adénopathie, une endocrinopathie avec insuffisance gonadique, composant monoclonal de type chaîne légère lambda, anomalie cutanée par une hyperpigmentation et manifestation systémique, hypertension, insuffisance rénale. C'est plus un syndrome en fait qu'un myélome multiple à part entière et là, c'est un traitement très particulier. Les autres formes cliniques du myélome multiple, vous avez la chaîne légère et non excrétant. Là, le diagnostic est plus difficile à faire. Donc, si vous avez une anémie mais que l'AVS est normale, et que vous avez surtout un électrophorèse qui est normal ou avec une hypogamma, n'hésitez pas à demander une biopsie osseuse pour rechercher une plasmocytose médulaire. Donc, le traitement, on arrive au traitement. En fait, le but, vous, est comme étudiant en 5e année, bien sûr, ne va pas être de traiter, mais c'est juste de connaître les quelques grandes lignes du traitement. Le myélome multiple est une chimiothérapie, est un cancer, est une néoplasie. Il lui faut absolument une chimiothérapie. Parfois, on va
on va à la greffe de moelle, bien sûr, pour essayer de reformer les caractéristiques de la moelle. Et tout ceci se fait en cancérologie. Nous, en tant que rhumatologue, on est confronté à cette déminéralisation osseuse qui va être importante, voire le risque de fracture. Donc, ce qu'on va donner, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de l'ostéoclaste, que le plasmocytome, que le plasmocyte aime bien stimuler et titiller cet ostéoclaste qui va détruire l'os. Eh bien, nous, on va donner des médicaments qui sont dits anti-ostéoclastiques, c'est-à-dire qui vont arrêter, qui vont inhiber cet ostéoclaste. On donne les bisphosphonates ou le dénosumab, c'est un anti-rancligant. Les deux sont utilisés chez nous pour une ostéoporose qui est primitive, mais c'est des doses plus faibles. Mais quand il s'agit du myélome multiple ou même de métastases osseuses, on va donner ces produits-là de façon mensuelle, alors que nous, par exemple, en rhumatologie, on va les donner plutôt de façon annuelle. Par exemple, là, les bisphosphonates, je vous parle des formes IV, parce qu'en comprimé, on n'utilise pas ça pour les hémopathies ou même les cancers. Les bisphosphonates, on les utilise en forme IV. Par exemple, nous, si on utilise le zolhydronate pour l'ostéoporose, on donne c'est une fois par an, alors que, par exemple, vous voyez là, pour le myélome, ou même en cas de métastase, on va donner chaque mois pendant au moins 12 mois. Donc, vous voyez que c'est la dose, elle est multipliée par 10. L'antirancligant, c'est pareil. Le rancligant, en fait, c'est celui qui va stimuler, c'est le récepteur qui va, en fait, qui va prendre le signal de l'ostéoclaste. Donc, le dénosumab est ce qu'on appelle une thérapie ciblée qui va inhiber ce rancligant. Quand on parle de ligand, c'est le récepteur de la cellule. Donc, c'est un anti-rancligant. On utilise également en cas d'ostéoporose, mais là, nous, on l'utilise une fois tous les 6 mois. Et quand il s'agit d'un myélome multiple, par exemple, ou d'un cancer ou d'une métastase, ils vont l'utiliser une fois par mois. L'érythropoïétine en cas d'anémie, vous savez, surtout quand il s'agit d'insuffisance rénale. Donc, c'est important de traiter par l'érythropoïétine. Les traitements spécifiques, ça dépendra de l'âge, inférieur à 65 ans, supérieur à 65 ans. Là, je ne vais pas m'attarder parce que ce n'est pas du tout c'est pas pour vous en fait. Sachez qu'en général, moins de 65 ans, on essaye de donner un maximum de chance aux patients pour la moelle de greffe, l'allogreffe par exemple, pour lui donner plus de chances de survie. Mais plus de 65 ans, en général, on utilise des chimiothérapies plutôt soft, on va dire, pour justement ne pas intoxiquer encore plus la moelle osseuse. Les traitements, bien sûr, lorsqu'il s'agit par exemple d'un plasmocytome, d'une lésion mal placée, etc., ou c'est la chirurgie ou c'est la radiothérapie. Il faut absolument surveiller les patients sur le plan clinique par les signes fonctionnels, recherche de complications. Le biologique, à chaque fois, au moins tous les signes, enfin, ça dépendra du grade ou du stade du myélome. Il faut rechercher, il faut contrôler la protéine monoclonale, formule sanguine, plaquettes, la calcémie, fonction rénale, ionogramme, CRP, LDH, bêta-adénoglobuline et la radiosurveillance des lésions osseuses. Le pronostic du myélome multiple, bien sûr, vous savez, c'est un cancer. Donc, c'est un cancer. C'est vrai que ce n'est pas le cancer le plus grave, le plus sévère. S'il vous plaît, ça y est, je finis. Donc là, on n'utilise plus le Sodium Salmon. Je vous ai dit, on utilise l'ISS pour le pronostic. Bien sûr, il faut faire attention. L'IgD est plus grave que l'IgA, plus grave que l'IgG. On fait attention à l'immunoglobuline à chaîne légère. D'accord. Et bien sûr, il faut toujours, quand on peut faire les anomalies, faire le typage génétique du myélome multiple, c'est plus pour le pronostic qu'autre chose. Mais sinon, le traitement restera pareil. Donc, myélome multiple, c'est l'hémopathie maligne lignée B, la plus fréquente des hémopathies malignes. Ça va toucher plus le sujet de plus de 50 ans, mais quand ça touche le sujet de moins de 50 ans, c'est un signe de sévérité. Il est dû à une prolifération tumorale due par la sécrétion à une immunoglobuline monoclonale. Donc, cliniquement, en tout cas en rhumatologie, c'est surtout les douleurs osseuses, voire les fractures pathologiques. Le diagnostic se fait par une ponction de moelle, voire la biopsie osseuse, et la prise en charge se fait de nous. Il y a quelques années, c'est vrai qu'on prenait en charge le myélome multiple, la manifestation
osseuse, parce qu'on n'avait pas beaucoup de chimio de traitement, mais actuellement, il y a de plus en plus de molécules que seuls les hématologues en fait, utilisent. C'est pour cela qu'on envoie de plus en plus de patients en hématologie et le pronostic reste péjoratif. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui, docteur. Merci beaucoup. De Pardon, rien. docteur. Oui, oui. Par rapport, comment faire la différence sur une radiographie du rachis entre les ostéopathies déminéralisantes et parce que toutes ces pathologies donnent des tassements vertébraux. Oui. Entre ces pathologies, les ostéopathies déminéralisantes et le plasmocytome les plasmocytomes. Alors, l'ostéopathie déminéralisante, quand on parle d'ostéopathie déminéralisante, d'abord, il y a deux types. Il y a la diffuse, il y a la localisée. La focale, d'accord? Quand c'est diffus, c'est plus en faveur d'une pathologie diffuse. Par exemple, l'ostéoporose, elle aime bien être diffuse, c'est-à-dire que partout dans l'os, c'est pareil. Mais quand c'est plus hétérogène, il y a un coin qui est déminéralisé, un coin qui ne l'est pas, là, vous êtes déjà dans le suspect. Après, le plasmocytome, non, c'est le reste, c'est-à-dire toute la région normale, sauf une région où elle est trop déminéralisée, où elle est trop condensée. Donc, c'est localisé. Quand c'est localisé, c'est plutôt suspect. Mais après, c'est vrai qu'on peut avoir un peu les deux, ou on peut avoir ces limites entre les deux. Dans ce cas-là, on va à l'IRM. Et quand on a une suspicion à l'IRM, quand c'est douteux, on va à la biopsie osseuse. Il n'y a pas un seul critère. Après, il y a la clinique, après, il y a la biologie. Ce n'est pas qu'à la radio qu'on peut trancher. D'ailleurs, on ne le fait jamais seulement à une radiographie. D'accord, merci. D'autres questions? Docteur, s'il vous plaît, Oui. est-ce qu'on peut avoir une anémie hémolytique auto-immune au cours du myélome? Elle n'est pas auto-immune. Elle est néoplasique. Elle est hémolytique due à si vous voulez, déséquilibre du soi, en fait, déséquilibre du soi et de l'auto-soi. Enfin, voilà. D'accord. Mais elle est pas auto. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Elle n'est pas auto-immune. Hémolytique auto-immune. Voilà, non, c'est pas. Parce que quand vous dites auto-immune, cela sous-entend que c'est une maladie, voilà, un lupus par exemple. Non, c'est pas ça. C'est dû à une néoplasie, c'est néoplasique. Merci. De rien. D'autres questions? Voilà, ben, je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de courage pour votre examen et je vous souhaite beaucoup de succès pour le reste. Travaillez bien. Merci beaucoup, docteur. Allez, Merci, au revoir. docteur. Au revoir. Au revoir. Merci à Au vous. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, docteur.